Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Et on parle à Stéphane Bureau d'Affaires internationales. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Quelle histoire invraisemblable que celle-là. Hier, d'ailleurs, quand c'est sorti, je pense que tout le monde se demandait, mais de quoi on parle? Des pagettes qui ont explosé. On comprend mieux l'ampleur de l'opération maintenant, hein? Oui, alors on est au Liban. Ce sont essentiellement des soldats, des militaires du Hezbollah, adversaire d'Israël, qui ont été visés par cette attaque. Effectivement, avec leur beeper, on peut pas dire qu'Israël les avait à l'œil, mais les avait à la ceinture. Beeper, pour ne pas dire pagette, parce que c'est comme ça qu'on disait à l'époque où on avait ça à la ceinture, des pagettes. Il y a peut-être encore des médecins qui nous écoutent qui ont des pagettes avec eux. Il faut comprendre que le contexte pour les forces du Hezbollah est que le téléphone cellulaire était pour eux extrêmement compromettant. En général, les services de renseignement israéliens étaient capables d'entendre les communications et surtout d'identifier très précisément là où se trouvent ceux qui utilisent des appareils cellulaires. C'est surtout comme ça souvent qu'on a réussi à cibler des attentats en s'assurant que le téléphone soit près de la cible et en envoyant un missile ensuite sur la cible, y compris à Beyrouth ou ailleurs au Liban. Les Israéliens sont redoutables. Et là, ce qu'on découvre, c'est que c'est des pagettes qui ont été mises à profit parce que depuis le 7 octobre dernier, le Hezbollah, ayant compris que les téléphones étaient souvent des mouchards, ont fait appel à cette vieille technologie pour communiquer avec ses forces, ses soldats, ses commandants, ces différents généraux. Et c'est apparemment, parce que pour l'instant on spécule, évidemment Israël n'a pas confirmé que ce sont eux qui sont derrière ces attentats. C'est une batch, pardonne-moi l'expression, de pagettes qui avait été commandée à Taïwan, à un producteur là-bas, qui aurait donc dans le voyage été intercepté par les Israéliens ou qui, à l'origine, aurait été bricolé par les Israéliens, probablement le Mossad. On aurait ajouté au service de communication un explosif, des toutes petites quantités d'explosifs qui ont pu être actionnés à distance comme c'est arrivé hier. Il faut comprendre que dans l'histoire, puis je ne veux pas refaire la longue histoire, mais de la guerre d'Israël à ses adversaires, le Mossad est un redoutable joueur de tour et là aussi ne donne pas la mesure des choses. Il y a vraiment deux regards qu'on peut avoir là-dessus. Là, évidemment, à partir du moment où on prend pour acquis le Hezbollah, ce sont des terroristes. Donc, si on peut détruire une organisation terroriste, on dit, ce qui a été fait au Hezbollah, c'est un coup de génie du Mossad. De l'autre côté, si on regarde ça du point de vue des civils, de la vie humaine, tu dis, OK, si dans un pays, même si ce sont des pagettes commandées par des bandits ou par des terroristes, tu fais exploser 3000 pagettes au hasard dans un pays. On l'a vu, il y a un enfant qui l'a eu d'en face, elle est morte, à 8, 9, 10 ans, je sais plus trop. Mais je veux dire, il y a un côté horrible à l'action en question, sur le plan, je sais pas, mais du droit international, de ce qui est permis ou pas permis dans les guerres. Est-ce que c'est un coup sale ou c'est un coup de génie? C'est certainement, comme toujours, j'allais te le dire, avec le Mossad, un coup de génie, parce qu'ils sont redoutablement efficaces. On peut se rappeler comment ils ont été capables d'aller chercher le criminel de guerre nazi Eichmann après l'avoir suivi, l'avoir non seulement suivi, mais avoir été capable d'identifier chacune de ses habitudes, puis l'avoir kidnappé à la barbe des autorités, à Buenos Aires, en Argentine, mais des attentats ciblés, des meurtres ciblés, c'est le pain et le beurre du Mossad depuis 25, 30, 40, 50 ans qui livre la guerre à ses adversaires, particulièrement en d'autres temps. L'OLP, le Front pour la libération de la Palestine, il y a une série d'histoires très bien documentées où on voit qu'ils ont été capables, avec intelligence, de s'attaquer le plus précisément possible et idéalement avec le moins de dommages collatéraux à leurs adversaires. En 1997, c'était par exemple, je pense à Gaza, celui qui était responsable des bombes artisanales qui affectaient les Israéliens. On est allé installer une bombe dans un téléphone cellulaire. Il n'en utilisait pas parce qu'il connaissait le piège, jusqu'à ce que quelqu'un de ses proches en qui il avait confiance arrive en disant « c'est une communication de quelqu'un de ta famille, il m'a appelé sur mon téléphone », on lui passe le téléphone, les autorités israéliennes s'assurent que c'est bien lui qui est au bout de la ligne et le téléphone lui expose au visage.
c'est arrivé tant et tant de fois. Je ne sais pas si tu te rappelles des images qu'on avait vues à Dubaï, quand un commando de tueurs était arrivé d'un peu partout en Europe avec des passeports allemands, australiens. Dans ce cas-ci, il n'y avait pas de passeport canadien, mais ils ont déjà été utilisés pour couvrir des opérations du Mossad. Puis on avait vu à la sortie de l'opération dans cet hôtel avec les caméras de surveillance les différents tueurs qui sortaient. Et là, on comprenait bien que c'était une opération du Mossad, même si elle n'a jamais été confirmée. C'est ce qui s'est passé probablement hier, dans un contexte qui est très chargé de tensions au Proche-Orient. Donc, 2700, dit-on, victimes, blessées, une dizaine de morts, des dommages collatéraux, dont la fillette dont tu parlais. Ce que ça signifie, c'est que d'abord, le réseau de communication qu'on croyait sûr pour le Hezbollah ne l'est pas, et communiquer en temps de guerre, en temps réel, c'est très important. Ils ont peur des téléphones, là, les pagettes ne sont pas utilisables. Tu as 2700 soldats qui, à défaut d'être morts, sont identifiables. Ils ont un bout de main qui manque, ils ont du bandage, ils ont été attaqués à l'abdomen. Donc, ces gens-là deviennent instantanément sur un champ de bataille facilement identifiable. Ceux qui l'avaient dans leur poche, là, ils ont aussi des blessures dans une région assez sensible. Je voyais circuler ça. Il y en a beaucoup qui tenaient pas le pagette à la ceinture, pas accroché à la ceinture, mais plutôt dans la poche avant du pantalon. Pour un homme, ça fait du dommage dans une région assez désagréable, là. La région désagréable. Tu parles du Proche-Orient, toi, ou de quelque chose d'encore plus sensible? Encore plus sensible, oui. Alors oui, c'est évidemment un message qui est envoyé, mais la question derrière tout ça, c'est aussi qu'est-ce que ça va signifier? Parce que pour la suite, Israël, depuis un certain temps, et c'est des directives qui sont nécessairement données au plus haut niveau par le premier ministre Netanyahou, s'est attaqué à l'Iran. Hezbollah, c'est le bras armé de l'Iran. C'est un message très clair qui est envoyé. On a tué le jour de l'investiture du nouveau président iranien il y a quelques semaines, un leader du Hamas. On a fait exploser, on pense, une bombe dans l'appartement où il se trouvait à Téhéran. Les Israéliens auraient pu choisir de tuer ce leader du Hamas au Qatar ou ailleurs. On l'a sciemment fait à Téhéran, d'ailleurs, pour dire, on est capable d'intervenir partout, y compris chez nos ennemis mortels qui sont les Iraniens. Mais c'est une forme de provocation à laquelle l'Iran, à ce jour, n'a pas encore répondu. On se souvient qu'au printemps dernier, il y avait eu cette vague de drones iraniens qui se dirigeaient vers Israël après que des généraux iraniens eurent été tués dans l'ambassade iranienne en Syrie, à Damas. Donc, une autre provocation délibérée. Et là, ce qu'on fait, alors qu'il y a des tensions à la frontière entre Israël et le Liban, le Sud-Liban, des tensions très, très, très vives entre le Hezbollah et les forces israéliennes, et ils se connaissent, ces gens-là. Ils se parlent même, probablement. Mais là, des tensions qui pourraient se transformer en conflit ouvert. Le Hezbollah, c'est une petite armée très organisée, probablement une des forces militaires les mieux organisées dans la région. Et là, qu'est-ce que fait Israël hier? Il a envoyé un message très clair en disant, vos communications, non seulement on les connaît, mais on les contrôle. On vient de mettre hors combat peut-être 2000 de vos soldats. C'est une provocation parce qu'à ce jour, il n'y avait pas de raison apparente, il n'y avait pas eu de récente provocation du Hezbollah, mais c'est un message donc qui est envoyé au Hezbollah, à l'Iran. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté derrière tout ça, déguisée, mais je dirais même pas déguisée, du premier ministre Netanyahou, de créer des circonstances propices à une guerre plus ouverte? Et la survie politique, et c'est là que ça devient cynique et tragique pour les gens qui sont impliqués, tant en Israël qu'ailleurs dans la région, c'est ce que la survie politique de M. Netanyahou passe par une guerre plus ouverte avec ses adversaires. Alors peut-être qu'il pense que stratégiquement, il est capable de neutraliser l'Iran et de faire en sorte que la survie d'Israël sur un horizon moyen sera davantage assurée. Mais un conflit, c'est aussi d'amener les États-Unis derrière lui dans une guerre que plusieurs ne veulent pas, en tout cas certainement l'administration de M. Biden, mais il y a autour de lui et ailleurs, ce qu'on appelle toujours les néoconservateurs, qui aimeraient bien foutre une bonne raclée à l'Iran. Alors, c'est pas une puissance militaire redoutable, l'Iran, mais c'est quand même une puissance technologique, c'est une puissance qui a des ressources, et à partir du moment où on débute une guerre, ça devait être le début d'une guerre, via le Hezbollah, et ensuite peut-être contre l'Iran, on ne connaît jamais les conséquences. C'est pas encore une puissance nucléaire pour ce qu'on en sait l'Iran, mais c'est un pays qui a vraiment le désir de l'avoir, cette arme nucléaire. Donc, on joue en ce moment avec des grenades sur un baril de poudre. Et c'est un pari stratégique
d'un point de vue militaire pour M. Netanyahou, mais c'est aussi, et c'est là que je dis que c'est inquiétant, un pari politique pour sa survie, parce que c'est un survivant et qu'en dehors de ces circonstances extrêmes, il est dans les câbles avec la justice israélienne. En dehors de ces circonstances extrêmes, je pense qu'il serait très difficile pour lui de rester au pouvoir. Oui, parce que c'est ça. C'est pas juste pour lui, c'est pas juste une menace politique d'être défait politiquement. S'il était démis comme premier ministre, il y a fort à parier que la justice partirait à ses trousses pour corruption. Merci beaucoup, Stéphane. Inquiétant et passionnant en même temps. À demain.